Bonjour. Bonjour Bonjour, ça va Jonathan. bien? Allô, Ça va bien? Merci d'être là avec nous. un plaisir. Plaisir. Alors, Jonathan et Sam, on leur a donné une mission particulière qui est un défi aussi. Une grande question. Est-ce que l'intelligence artificielle est un nouvel enjeu ou présente de nouvelles ressources pour la gestion, l'inclusion et la gestion de la diversité? Comme j'ai dit ce matin, Frédéric Permondon me remettait en question ou montrait les angles morts que ça peut proposer. Madame Asselin présentait beaucoup d'espoir en disant bah oui, ça aide à l'inclusion d'autres groupes de la population. On va regarder avec vous, aller voir un petit peu plus loin avec vous qui baignez dans le milieu. Donc, je vais demander à chacun, donc Jonathan va juste vous présenter, vice-président développement stratégique de C-Sciences IA et président d'Immigrants Québec, et Sam Bellamy, donc fondatrice de Bazooka, solution en intelligence artificielle inclusive. Donc, je vais vous demander tout d'abord, Jonathan, en 2 minutes, est-ce que je peux te tutoyer? Avec plaisir. Allez, je vais te tutoyer. Peux-tu nous présenter tout d'abord C-Sciences IA, puis peut-être après nous situer par rapport à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça fait quoi? Bien sûr. Alors, C-Sciences IA, d'abord, c'est le média québécois de l'intelligence artificielle. C'est un projet et un programme qui est soutenu principalement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. L'objectif en arrière de C-Sciences IA, c'est de démocratiser, je dirais, de façon générale, la transformation numérique dans son ensemble et toutes les technologies qui en découlent. C'est également de travailler à faire peut-être une meilleure hybridation, je dirais, entre les différents milieux utilisateurs et ces technologies qui sont encore un petit peu floues, bien des fois. Dans notre logique à nous, en tout cas, on travaille pour faire 2 choses. La première, c'est de rendre accessible finalement l'intelligence artificielle au commun des mortels, mais surtout à nos institutions, et d'autre part de la rendre plus acceptable aussi, à la fois en encourageant le grand public à mieux comprendre ce qui se passe, mais également les entreprises et les organisations à être plus transparentes sur la façon dont elles utilisent ces outils. Alors justement, parlons de ces outils, je vais vous faire un petit résumé opérationnel. L'intelligence artificielle, bon, ça existe depuis quand même assez longtemps, ça fait quelques décennies déjà qu'on en parle et qu'on le travaille. C'est devenu beaucoup plus important dernièrement parce que les capacités de calcul sont devenues infiniment plus grandes qu'elles ne l'étaient par le passé. Il faut avoir conscience aussi du fait qu'au Québec, on a 250 000 entreprises, grosso modo, et que sur ces 250 000, il y en a 225 000 qui n'ont pas accès à une base de données. Or, la donnée, c'est la matière première, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est une série finalement d'outils qui utilisent des données pour nous aider dans notre prise de décision. Donc, c'est finalement un outil généralement informatique qui nous permet d'utiliser des grands nombres d'informations pour nous aider et nous aiguiller dans nos choix de société, mais aussi individuels, puisqu'on utilise maintenant de l'intelligence artificielle dans tous les objets du quotidien. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui par rapport à ce colloque, à lequel d'ailleurs je suis ravi de participer, c'est évidemment de se demander dans quelle mesure ces outils technologiques peuvent nous permettre de mieux répondre finalement à nos enjeux de société, y compris évidemment l'immigration d'abord, mais l'intégration des immigrants évidemment, notamment parce que l'intelligence artificielle, comme tous les outils, son utilisation dépend un petit peu de la façon et de l'utilisateur qui est en arrière, mais aussi de la façon dont ils sont créés et à quelle fin. Donc, c'est un petit peu ça qui nous réunit aujourd'hui, à savoir comment tous ces outils peuvent concrètement changer la donne. Merci, Jonathan. Alors, peut-être une question avant de passer la parole à Sam. Pourquoi c'est efficace? C'est efficace parce que la capacité de traitement des individus, je dirais, ou même les connaissances accumulées dans une vie ne sont pas suffisantes pour couvrir des besoins qui concernent des grands nombres. Il faut comprendre que, par exemple, si on prend dans le milieu médical, l'intelligence artificielle permet d'analyser 10 millions de radiographies pour évaluer les conséquences qu'il va y avoir par la suite. C'est le genre de choses qu'aucun individu ou même qu'aucun regroupement d'individus ne peut faire. Et donc, on arrive à trouver un certain nombre d'éléments qui se distinguent dramatiquement, je dirais. Et si on regarde aujourd'hui, par exemple, la crise des papers là, qu'il y a à l'étranger sur 160 millions de documents qui ont été analysés, il n'y a pas d'humain qui puisse faire ça. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est une solution finalement qui nous permet de prendre des grands nombres et de voir ressortir des tendances qui peuvent nous aider ensuite en tant que société à aborder les vrais enjeux. Merci, Jonathan. Alors, Sam, en tant que cofondatrice de Bazooka, vous avez développé un algorithme qui permet d'éviter les biais d'inclusion lors du recrutement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et puis comment ça favorise l'inclusion? Merci d'abord pour l'invitation. Je suis bien contente d'être là.
Donc oui, mon nom c'est Sam, je suis la fondatrice de Bazooka. Bazooka, on est une entreprise qui crée des logiciels en RH et en éducation qui sont plutôt inclusifs comparativement à ce qu'on retrouve sur le marché. Dans le cadre du colloque, j'aimerais vous présenter ELIS. ELIS, c'est une application qui permet de mesurer les efforts que les entreprises, particulièrement les recruteurs, font en inclusion et diversité. Nous, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à mesurer des biais qui s'utilisent dans la sélection de candidats basés sur un CV. Donc, la raison pour laquelle on est arrivé à vouloir créer un algorithme de ce genre-là pour faciliter la prise de décision des recruteurs, c'était la recherche. La recherche nous dit qu'il y a des taux de discrimination assez afférents basés sur seulement le prénom et le nom de famille d'un candidat lorsqu'il applique dans un poste. Donc, mon équipe et moi, on a trouvé qu'il fallait faire quelque chose et on espère que ELIS va répondre à une partie du problème au niveau de l'inclusion, de la diversité en entreprise. Donner la première chance à au moins une entrevue. Comment vous y êtes pris en fait pour éviter ou pour arriver à éviter ces biais? Qu'est-ce que vous avez fait de différent peut-être des autres algorithmes qui existaient déjà? Effectivement, sur le marché, surtout européen, il y a des algorithmes qui existent, mais qui vont plutôt mettre de l'avant l'anonymisation des données qui pourrait porter à faire vivre la discrimination à un candidat. Donc là, on parle de données de diversité, par exemple le genre, nom, prénom, l'origine ethnique, origine culturelle, linguistique. Donc, c'est tous des biais qu'on arrive à lire dans un CV et qui font en sorte que certains recruteurs vont avoir tendance à favoriser ou défavoriser un candidat pour lui donner accès au moins à se faire valoir en entrevue. On parle de taux de discrimination quand même assez grand, on parle de 33 à 77% dépendamment du domaine dans lequel le candidat applique. On parle de domaines comme l'administration, la santé, les technologies ou les ressources humaines. Donc, ce sont des études qui ont été faites par l'Université de Laval sur 10 ans, donc en 2010, et ça a été reporté encore en 2020. Ça a été reproduit plutôt. Et les données ne sont pas meilleures, donc les résultats ne se sont pas nécessairement améliorés avec le temps. Donc, c'est sûr qu'un algorithme ne règle pas tout, mais clairement, on arrive à des résultats moins biaisés dans la sélection de CV qu'un être humain. Il faut savoir aussi que l'algorithme qu'on développe, le but, c'est d'analyser le plus grand nombre de données pour arriver à un résultat et qui est moins biaisé qu'un être humain. Donc, c'est de reproduire le cheminement de sélection, mais basé simplement sur ce qui est important, ce sont les compétences qui sont demandées pour un poste. Donc, un jumelage basé sur l'expérience de travail, la diplomation, ici ou étrangère, et les compétences qui ont été développées dans ces emplois-là. Donc, l'algorithme et la solution ne prend pas de décision pour les humains. En aucun cas, il ne fait que relever s'il y a eu des biais dans la sélection au fur et à mesure. Pour donner un exemple plus concret, pour que l'audience puisse mieux comprendre, par exemple, on peut avoir un poste de développeur junior en technologie et on recherche des candidats pour ce poste-là. Il peut y avoir une cinquantaine de personnes qui vont appliquer sur ce poste-là. Alors, l'application va nous donner un portrait général, pas individuel, mais général des candidats qui ont appliqué. Là, on parle du pourcentage de femmes, d'hommes versus les origines culturelles, ethniques, mais vraiment dans son bassin en général, sans pointer du doigt. Et lorsqu'on fait le jumelage, on propose le meilleur candidat, peu importe son origine ethnique, peu importe la langue première qu'elle parle, peu importe son genre. Et lorsque le recruteur, après 2, 3, 4, 5, une cinquantaine de recrutements, on arrive à avoir une tendance dans la façon qu'il recrute. Et ça permet au recruteur d'avoir une photo de l'état de ses biais lorsqu'il sélectionne des candidats. Donc, on peut arriver à lui dire, tu as tendance à recruter principalement des hommes, même quand, par exemple, 75% du bassin de ceux qui appliquent sont des femmes. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? L'algorithme ne peut pas déterminer ça. Il n'y a pas de... ce n'est pas un humain, il n'a pas les valeurs de savoir qu'est-ce qui est éthique, non éthique. Par contre, il peut relever ces données-là et permettre aux recruteurs de prendre une meilleure décision et de dire, ben oui, ben je recrute principalement des hommes parce qu'on est un milieu de femmes et je veux diversifier mon équipe de travail en allant cherchant principalement des hommes. Ça se peut, mais l'algorithme, lui, ne peut pas savoir ça.
Donc, il faut savoir que c'est un tableau de bord qui permet de mettre en lumière des tendances et des données qui permettent vraiment aux recruteurs de s'auto-questionner sur ses biais propres et à savoir si lorsqu'il prend une action de discréditer ou créditer un CV, s'il le fait pour les bonnes raisons. Merci, Sam. Alors, ce que je comprends, c'est qu'en fait, pour développer l'algorithme que vous avez développé, le processus de développement déjà est différent, c'est-à-dire que dans le choix de vos données, la qualité de vos données, le nombre de données que vous allez prendre va aussi avoir un impact sur le rôle inclusif de l'algorithme. Ce que j'entends aussi que les deux, vous avez mentionné, c'est que ça ne prend pas la décision à la place de la personne. Donc, ce que je comprends, c'est que derrière, finalement, il y a toujours un humain. Même Toujours. si. Alors, oui et non. Est-ce que ça ne pose pas d'autres enjeux? Parce que justement, M. Plamondon le nommait ce matin. Il y a à la fois cet enjeu qu'on voit que ça enlève l'humain, mais finalement, on voit qu'il y a quand même des humains derrière. Alors, est-ce que ça pose d'autres enjeux? Bah évidemment, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais comme tous les nouveaux outils, toutes les nouvelles technologies amènent leur lot de changements et on est mécaniquement appelés les uns et les autres à devoir statuer sur c'est quoi les limites en arrière de tout ça. D'abord, pour revenir quand même sur cette question, pour l'instant, ce n'est qu'un outil de la décision. Il en tient quand même au gouvernement pluriel de décider de ne pas laisser libre cours à une intelligence machine qui pourrait prendre les décisions. Parce qu'on pourrait décider, par exemple, et il y a déjà la question qui a été posée, notamment du point de vue de la RAMQ, de dire si jamais la machine estime qu'à 99% des cas, vous êtes un fraudeur, elle pourrait décider de suspendre vos droits jusqu'à ce que vous prouviez l'inverse. Donc ça, c'est des enjeux qui vont pouvoir arriver si on n'y prend pas garde. Le principal enjeu, finalement, qui est en arrière de tout ça, c'est l'éthique. À savoir c'est quoi les limites en tant que société qu'on décide d'imposer à la machine. Autant un radar photo peut vous envoyer un procès-verbal que vous pouvez contester, jusqu'à quel point les décisions qui sont prises peuvent impacter dramatiquement, je dirais, la vie des gens. Et puis après, quand on voit le projet de Bazooka, je laisserai en parler, mais c'est évident que les biais qui sont implantés sont d'une nature tout à fait différente de ceux auxquels on a été habitué par le passé, parce qu'ils sont démultipliés. L'IA, en fait, c'est une fantastique machine, c'est exceptionnel la puissance de calcul qui est en arrière, mais ça démultiplie tout, le bon comme le mauvais. Et c'est là où on peut se poser la question, effectivement, en tant que société, d'où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça. Et aussi, je dirais de façon plus basique encore, de revenir à l'essence des choses. Combien on veut d'immigrants, pourquoi on veut ces immigrants et jusqu'à quel point on a besoin d'eux. Parce que une fois qu'on a fixé ces cadres-là, on peut peut-être mieux considérer la technologie comme un outil et pas comme une solution magique à quoi que ce soit. Merci, Effectivement. Sam? Très bon point, Jonathan. J'ajouterais aussi que lorsqu'on développe un algorithme comme celui-ci, il faut faire très attention, ou n'importe lequel en fait, de s'assurer que même lorsqu'on la développe, qu'il n'y a pas des biais qui se glissent. Parce qu'on est une équipe de travail, nous sommes des humains qui travaillons sur des algorithmes. Donc, c'est sûr qu'on a notre propre façon de penser, notre propre éducation, notre propre vision de la vie. Donc, il peut se glisser des biais, mais c'est important que les organisations qui vont dans cette direction-là en termes d'inclusion en intelligence artificielle puissent avoir des bonnes pratiques pour s'assurer qu'il n'y en a pas qui se glissent dans le processus. Donc, ça, c'est ça qui est un enjeu aussi, car des fois, en réglant un problème, on empire le problème et s'il y a des biais qui se glissent dans cette sélection-là, ben, elles peuvent être dévastatrices pour la personne qui subit cette application de cet algorithme-là. Donc, il faut faire bien attention. Mais effectivement, je pense que c'est la réglementation autour de l'IA qui va faire la différence, à savoir comment on va s'assurer qu'elle soit appliquée de façon éthique et juste dans les outils qu'on développe en général, que ce soit en ressources humaines, en éducation ou même en finance, par exemple. Puis, votre équipe et vous, Sam, est-ce que vous réfléchissez justement à la personne qui va avoir dans les mains votre application, votre algorithme? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que vous essayez aussi d'intervenir auprès de cette personne ou de lui montrer justement comment l'utiliser? Oui, en fait, nous, on a fait un partenariat avec Jean-Philippe Beauregard, qui est un chercheur sociologue en inclusion et diversité à l'Université de Laval. Et il a sa propre entreprise de consultation d'entreprise. Donc, c'est sûr que lorsqu'on a des clients qui veulent tester l'application ou l'intégrer, c'est sûr que c'est un changement
de paradigme, de processus de travail dans le département des ressources humaines ou n'importe quelle personne qui a le rôle de recrutement dans une organisation. Il y en a qui n'ont pas spécifiquement un département de ressources humaines. On l'accompagne avec de la formation. À la base, ça vient avec 9 heures de formation donnée par le chercheur et son équipe. Et ensuite, il y a du coaching un à un s'il y a lieu ou si besoin est avec la personne qui décide d'intégrer la solution en entreprise pour bien comprendre le pourquoi de la chose, quels sont les résultats, comment les interpréter, quoi faire avec eux pour s'assurer que ça soit bien fait. Donc, c'est sûr que déjà à la base, il y en a encore aujourd'hui qui ne savent pas encore qu'est-ce qu'un biais. Et il faut savoir que les biais, tout le monde en a. Moi, j'en ai, monsieur, madame, tout le monde. Dès qu'on est humain, on a des biais. C'est normal. L'important, c'est d'avoir une prise de conscience, à savoir qu'on l'a et comment on peut faire pour créer un monde meilleur, notamment dans le domaine du travail, et que les décisions qu'on prend doivent permettre à toute personne, peu importe sa diversité, d'avoir accès à une chance à l'emploi au même titre que n'importe qui. Donc, depuis qu'on se met cet objectif-là, ben, on peut que s'améliorer comme humain et l'outil va nous permettre de propulser et avancer plus rapidement dans notre quête d'augmenter l'inclusion et la diversité en emploi. Merci. Donc, ce que j'entends, c'est que c'est un outil, mais qui doit s'accompagner d'une formation, d'un contexte, d'expliquer l'utilisation. Puis comme le disait Jonathan aussi, peut-être qu'il y ait des réglementations aussi, puis que ça soit mis au service de causes plus générales et de décisions plus générales. Alors, est-ce que c'est un enjeu ou une ressource? Ou les deux? Non, mais on s'entend, c'est un super outil, mais on doit partir du même postulat de départ. On prend des décisions aujourd'hui qui sont basées sur des informations qui sont parcellaires, et on le fait tous. J'ai entendu les interlocuteurs précédents, il y en a quelques-uns qui ont dit des choses auxquelles on croit très fermement, y compris chez Immigrants Québec. C'est évident, l'immigration, c'est un enjeu, c'est une ressource aussi, au même titre que l'intelligence artificielle. Quelque part, on a ce besoin de considérer la donne, les éléments arrivent et à ce moment-là, on doit décider ce qu'on fait avec. Ce qui est certain, par contre, c'est que pour prendre de bonnes décisions, il faut que l'outil soit effectivement le moins biaisé possible, et pour ça, il y a des garde-fous qu'il faut mettre en place. Il faut que la société décide d'aborder les enjeux et de définir le cadre dans lequel on veut travailler. Et enfin et surtout, il faut partager la data. Il faut qu'on soit d'accord les uns et les autres pour mettre ensemble des informations en commun qui ne servent pas pour une fois à faire du ciblage marketing ou à aller vendre des produits, mais aussi et surtout à mieux collectivement prendre des décisions qui nous impactent tous et toutes. Merci. Sam, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, Jonathan a ce talent-là de très bien expliquer. Alors, ce que moi je traduirais, c'est qu'on a besoin d'espace de dialogue alors. Il y a besoin d'espace de dialogue et je pense que on le voit peut-être quand même pas mal cet automne sur nos réseaux que justement les professionnels en intelligence artificielle ont l'air de mener des initiatives pour se questionner sur l'éthique et à travailler comme Sam, tu l'as mentionné, avec d'autres professionnels qui viennent questionner toute l'éthique derrière l'utilisation de ces outils.